Salut tout le monde, ici Zach Langlois et j'ai une bonne nouvelle pour vous, comme vous l'avez appris dans les derniers jours, le jour de ma fête. On a un partenaire, une commandite, un sponsor avec nous, alors que ce podcast est sponsorisé par Baseball 360, la succursale de Québec. Et grâce à eux, vous avez un rabais de 10% en utilisant le code Le Monticule 9 en majuscule. Vous devez aller au baseball360.com /le monticule, tout ça, le monticule en majuscule. Par la suite, vous faites votre commande en ligne et à la fin, dans le code promotionnel, vous écrivez le monticule 9 et vous recevez 10% sur votre commande complète. Hey, quoi de mieux? Merci Baseball 360 et bon podcast. En visite au Monticule, aujourd'hui j'ai deux hommes qui se sont fait un nom dans le monde du softball. Et le softball étant un sport qu'on n'a pas trop touché depuis le début du Monticule. On a eu la joueuse Léa Chevrier qui joue au softball aux États-Unis qui était venue nous voir. Et là, c'est un deuxième essai. On essaie de voir un peu connaître le monde un peu plus du softball et de l'équipe Team Pro Action, savoir avec le DG Danny Paré et Dave Goulet qui vont être ici pour nous parler un peu là, du monde du softball et nous aider un peu à comprendre comment ça fonctionne, comment vous réussissez à avoir une équipe qui compétitionne un peu partout à travers le monde, parce que dernièrement, j'ai vu que l'équipe est allée en Europe, mais en commençant rapidement, j'aimerais peut-être commencer avec toi, Danny. Peux-tu nous partager un peu ton parcours dans le softball, peut-être même dans le baseball, si jamais tu as commencé avec le baseball au départ, nous donner un peu une idée là, de ton parcours. Non, moi, j'ai pas eu la chance de jouer au baseball, étant donné qu'on vient d'un milieu où c'était plus la balle rapide, le fastball qu'il appelle là, dans notre coin. Là. Nous autres ici, c'était ça qui était extrêmement populaire. Fait qu'on a joué, j'ai joué là-dedans longtemps. Fait plusieurs championnats canadiens, championnats provinciaux. Ensuite de ça, une petite gang de notre village. Moi, je reste dans un petit village de 2000 habitants. On s'est monté une équipe de balles données, dans le fond. Là. Puis on a commencé à courir des tournois ici et là, dans des petites classes. Puis là, on a gradué, puis là, un jour, on a commencé à jouer dans les classes, dans le C puis dans le B, là, ce qui était le summum là, au Québec, là, parce qu'il n'y avait pas d'équipe de A. Fait que c'est là, puis c'est là que j'ai joué contre à peu près tous les joueurs d'équipe Pro Action, à peu près, là, où j'ai joué contre eux autres. Nous autres, on n'était pas vraiment de calibre à jouer contre eux autres, mais on se risquait puis c'est ça. Fait que là, c'est comme ça un peu mon parcours. Là. Puis là, voilà 6 ans, 7 ans, j'ai fait la transition avec Team Pro Action dans tout ce qui est dans le coaching, dans la gérance un petit peu. Là, j'aide beaucoup là-dedans. Là. Fait que c'est un peu ça mon parcours. C'est sûr qu'on va aller un peu plus en détail tantôt, justement, la gestion des joueurs. Là, c'est un sujet que je vais aborder, surtout le côté pratique d'entraînement, essayer d'avoir une cohésion. Mais avant ça, Dave Goulet, pour les gens qui ne le connaissent pas, moi j'ai travaillé au Momo Sport de Sherbrooke et j'ai vu son nom affiché sur plusieurs pancartes avec Louisville. Donc c'est sûr que j'ai une couple de questions à ce niveau-là parce que je suis curieux de savoir comment ça s'est fait. Mais peux-tu nous donner un peu une idée de ton parcours dans le monde du softball et peut-être même baseball, dépendamment là, de où tu es parti? Ouais, en fait, comme la majorité des joueurs là, de notre équipe, là, j'ai commencé au niveau du baseball. J'ai fait tout mon baseball mineur. J'étais plus du côté de la petite ligue à l'époque où c'était un peu plus populaire que Baseball Québec. Donc, j'ai commencé petite ligue. Ensuite, j'ai poursuivi Big League. J'ai joué jusqu'à 17 ans à ce niveau-là de la petite ligue Big League. Ensuite, j'ai transféré vers junior. J'ai joué junior 2A. Et j'ai été repêché immédiatement par une équipe senior. Là. Fait que j'ai même pas joué ma première année junior 2A. J'ai été recruté par les Indiens de Sherbrooke à l'époque et j'ai joué 7 saisons senior au niveau senior majeur. Ensuite, une petite pause, j'ai pris un an de mon temps pour jouer au golf. J'ai décroché un peu du sport de compétition. Et ensuite de ça, j'ai recommencé à avoir une passion pour le baseball. J'ai commencé un peu comme Danny. Là. J'ai recommencé au plus bas calibre. Là. J'ai commencé à jouer dans le C, tournoi ici aux alentours. Moi, je suis de Sherbrooke. Là, fait que, ayant toujours pour but de jouer au PIF. Là, quand on était petit gars, grandir à Sherbrooke, c'est le PIF des Patis qui est un des plus gros tournois en Amérique du Nord. Fait que j'ai réussi à graduer jusqu'à jouer au PIF. Et j'ai commencé à me démarquer un peu plus là, au niveau de mes performances individuelles. Puis c'est là que l'équipe qui était Air Transat à l'époque
qui est devenu Proaction par la suite, sont venus me chercher. Et là, ça doit faire 16-17 saisons là, que je joue avec eux autres. Wow, quand même, c'est une bonne, un good relationship entre toi et Proaction là, depuis 16 ou 17 saisons maintenant. Mais justement, moi, je t'ai connu avec le PIF, surtout pour les concours de coups de circuit. De quelle manière tu as réussi à attirer l'attention de Louisville pour maintenant avoir tes bâtons qui sont faits pratiquement à chaque année, là, si je me trompe pas? Ben, en fait, j'ai commencé à développer quand même beaucoup de puissance à la balle donnée. C'est quand même une swing qui est différente vraiment du baseball. J'avais quand même pas mal de power au baseball, mais écoute, on ne se le cachera pas, là, je reste à 2 minutes du parc Quintal où se déroule le PIF. Là. J'en ai frappé des balles, j'en ai frappé en me disant un jour, je veux compétitionner au niveau élite, je veux jouer contre les meilleurs. Puis, tu sais, il n'y a pas 1000 façons de le faire. Il faut vraiment pratiquer, puis l'avoir en arrière de la tête, toujours garder la passion de ça. Puis, à ce moment-là, j'ai commencé à dominer vraiment dans les home runs, dans les compétitions que je faisais. Et j'avais déjà été sponsorisé par la compagnie Rawlings, qui est Rawlings Mick and Word dans la balle donnée. Ils m'ont sponsorisé pendant 5 ans. Et à ce moment-là, j'ai reçu une offre de la compagnie Louisville qui m'offrait de faire des bâtons à mon nom. Où ce que je choisissais le composite, je choisissais la couleur, le loading du bâton. Fait qu'évidemment, j'ai embarqué dans le processus. Tu sais, c'est quand même un honneur et un privilège de pouvoir avoir un bâton à son nom. Fait que c'est ce qui m'a poussé là-dedans. Puis encore aujourd'hui, là, je suis très, très, très impliqué au niveau de Louisville, qui me sponsorise encore. Puis même Master donne un coup de main à mes enfants aussi, là, qui sont les deux jouent dans l'élite au baseball. Là, fait que c'est vraiment un bon partenariat que j'ai avec eux. Ouais, justement, mon frère coach au sport-études, où je pense que c'est un de tes gars qui y va, puis il me dit un matin, il dit, on voit le fils à Dave qui arrive avec un gant de velours. Je dis, hein? Il dit, ouais, t'arrives avec un gant de velours. Là, je dis, waouh, ça devait être, c'est quelque chose quand même. Comment l'idée du gant de velours est arrivée? Est-ce que tu as su un peu là, comment Louisville a eu l'idée? Mais en fait, ils font ce qu'ils appellent des Glove of the Month, des gants du mois. Puis c'est des gants qui sont vraiment en très, très, très limités. Là. Il y en a 6 genres au Canada. Et avant même d'avoir vu le gant, les couleurs fitaient exactement avec les couleurs des Harfans, qui est le sport étude. Fait que quand j'ai réussi à mettre la main dessus, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était un peu un velours suède. Là. C'est vraiment pas un cuir de gants régulier. Fait que j'ai amené ça à mon petit gars, puis depuis ce temps-là, ça a fait l'unanimité un peu au sport études. Là. Ben, c'est sûr que c'est un gars un peu dans le hors norme là, qu'on peut voir que les jeunes ont au sport-études. Et moi, je me demande un peu, là, c'est le questionnement le plus curieux que j'ai pour l'équipe Proaction. Parce que là, quand on regarde la liste des joueurs, là, derrière moi, j'ai été voir et j'ai reconnu certains noms qu'on a vus surtout avec les Capitales de Québec. Je pense que Jonathan Malo est dans le lot. On a Ben Pelletier. On a comme plusieurs joueurs qui ont un background de baseball d'un niveau assez intéressant. Est-ce que la majorité des joueurs qui font partie de l'équipe Proaction ont eu un background au niveau baseball élite, donc tout ce qui est senior en montant vers les États-Unis? Comment on fonctionne pour choisir les joueurs? Et vas-tu, Hugo, je vois? Ben, commence, puis je compléterai. Ouais, dans le fond, la plupart, je te dirais que présentement, on se dirige, le recrutement est fait par rapport à ça. Là. On a beaucoup de contacts aussi là, avec des gars comme Hugo Pépin, là, c'est chum. Ben Pelletier, c'est justement un des chums à Hugo qui l'a amené, mettons, avec nous l'an passé. Jonathan Martin, c'est un gars qui est issu du programme Junior Elite au Québec, qui performe beaucoup aussi en même temps dans le Senior Elite. Jonathan Marleau, ça fait quelques années, je ne sais pas exactement, ça fait combien d'années qu'il est avec nous, mais ça fait plusieurs années. Oswip Pelé, un peu la même chose aussi. Tu sais, il y a beaucoup de bouche-à-oreille qui fait en sorte que, à un moment donné, ah, lui, il viendrait, c'est mon chum, je vais lui demander. Mais le recrutement est surtout basé là-dessus présentement. Là. Mais il y a encore un certain nombre de joueurs dans notre équipe qui n'ont pas vraiment touché au baseball, que c'est des purs sangs de balles données. Je pense à Michael Coder, Olivier Forêt. Ça, c'est des gars
que ça fait des vingtaines d'années que je joue à ce sport-là, puis que c'est encore des membres très importants de notre équipe. Ils ont des rôles importants à jouer. Puis ils n'ont jamais joué au baseball, ou à peu près pas, là, mais jamais joué au baseball dans l'élite. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, c'est On ça. Dans le continue. fond, on cherchait une manière de recruter puis de changer un peu la dynamique de ce que la vision est un peu de la balle donnée. Tu sais, quand j'ai commencé la balle donnée, ben on avait le stéréotype un gros Américain fort, zéro athlète, tu sais, qui faisait juste frapper. Puis il y a une couple d'années, on a décidé de faire un virage justement jeunesse parce qu'on ne se le cachera pas, notre équipe à l'époque vieillissait et on voulait savoir comment on serait capable, comment on serait en mesure de poursuivre le, le team proaction. C'est comment on serait en mesure de l'upgrader. Puis c'est là qu'on a réussi à force de négocier puis de parler, puis on a amené Joe Marlowe avec nous autres dans une coupe d'événements. Joe qui venait de prendre sa retraite des capitales, voulait décrocher un peu de la balle, mais gardait encore le goût de compétition. Fait que je me rappelle le premier tournoi qu'on l'a emmené, c'est un des championnats du monde à Orlando, en Floride. Fait que, tu sais, déjà, il a vu que son mindset qu'il avait de balle donnée a changé. Là, ceux qui pensent qu'on va là pour prendre la bière pendant qu'on joue ou qu'on prend de la bière entre le 2 et le 3 en courant, c'est très, très loin d'être ça. Puis Joe s'en est vite rendu compte. Puis, tu sais, ce qui est beau dans notre équipe, c'est quand tu rentres dans notre équipe, tu n'as plus envie de sortir de notre équipe. Tu sais, on est traités comme des pros. Tu sais, Joe sortait des capitales de Québec, puis je ne serais pas gêné d'y demander, Joe, la comparaison entre ce qu'il vit avec notre équipe et ce qu'il vit avec ce qu'il vivait avec les capitales à l'époque au niveau de justement de comment que les joueurs on les traités. Je, je pense qu'il ne doit pas y avoir de différence ou s'il y a de quoi, c'est peut-être même un petit peu mieux dans notre équipe. Tu sais, c'est vraiment un esprit de famille qu'on a d'inculquer dans notre équipe. Puis, avec un gars comme Joe Malo qui a dominé le baseball pendant des années. Fait que, quand on a une personne comme ça dans notre équipe, c'est facile après ça d'aller chercher les nouveaux joueurs, leur disant, regardez, Joe, on a Joe avec nous autres. Puis, Joe, c'est un super bon ambassadeur pour notre sport maintenant. Fait que, c'est facile d'aller chercher justement des Ben Pelletier ou des Oswey Pelé. C'est facile de les amener avec nous autres quand ils ont déjà l'exemple de Joe Marlowe qui joue avec nous autres et qui fait t'en un peu, les gars, vous pensez que c'est facile, vous allez voir, c'est pas si facile que ça. C'est vraiment un niveau de compétition très, très, très élevé. Là. Et à vos arrivées respectives dans l'équipe, là, est-ce que vous pouvez me parler un peu là, de l'état d'âme qu'on avait à ce moment-là? Qu'est-ce qui était à changer? Qu'est-ce qu'on a remarqué? Ou qu'est-ce qui étaient les challenges pour dire, OK, là, on avait cette équipe-là il y a 6, 16, 10 ans. Puis là, maintenant, cette année, on a une équipe complètement différente parce qu'on a changé quel type de choses? Vas-y, go. Ben, dans le fond, notre équipe, moi, je commençais à faire partie un peu de la transition joueur de baseball qui passait à joueur de balle donnée. Mais ce qu'on avait, ce que le club qui était Air Transat à l'époque avait comme pépinière, c'était vraiment aller chercher des joueurs de balle donnée dans d'autres niveaux puis monter avec eux autres. Puis, le mindset n'est pas pareil. Tu sais, quand tu as grandi dans la balle donnée puis versus baseball, je dirais que l'approche de la game est complètement différente. Puis c'est un peu ça qu'on voulait s'en aller. On voulait moins des frappeurs uniques, des gars qui font juste des home runs. On voulait plus des athlètes, des gars qui visent le double, des shapes d'athlètes, premièrement. Là. Pas de. On avait vraiment un virage athlétique. Puis ce qu'on réussissait à aller chercher, c'est des projets, dans le fond. On appelait ça des projets. On va aller chercher. Là, je disais que Joe, c'est un projet, mais Joe, ça n'a pas été un projet. Joe, écoute, sa première pratique, Joe, quand il est arrivé sur le terrain, la plupart des joueurs de baseball, ils ont toute la même mentalité. Là, ils arrivent avec leur gant de 12 pouces, puis il fait, écoute, moi, je les pogne à toutes les balles. Je vais toutes les pogner avec mon petit gant de 12 pouces, puis je m'en rappelle, écoute, comme si c'était hier. Joe, il est arrivé avec son gant des capitales. Il a eu 2 roulants. Il a fait, OK, non, j'ai pas le bon outil. Fait que là, il est allé voir justement Olivier Forêt, qui est un de nos vétérans, qui fait des années qu'il joue dans l'avant-champ, puis il dit, OK, toi, t'as quoi comme gant? Fait que là, il a montré son gant qui était un 13 pouces à l'époque. Il dit, parfait, c'est ça que ça me prend. Tu sais, il s'est pas pensé plus fort que la game. Il s'est dit, OK, c'est ça que ça prend pour jouer à ce jeu-là, ben, je vais m'adapter à ce jeu-là. Tu sais, on en a passé plusieurs qui sont venus dans notre équipe en disant, ben, qui se prennent un peu meilleur que la game. Là. Fait qu'il dit, oh, moi, j'ai les meilleures mains, je suis capable de pogner la balle, je suis capable de tout faire avec mon petit gant. Mais Joe, tout de suite, il a converti ça en disant, non, j'ai pas le bon outil.
Puis Joe, ça reste que c'est de ma vie les meilleures mains de joueurs de baseball que j'ai vues. Fait que, tu sais, si lui est capable de dire ça me prend pas le bon outil, ça me prend cet outil-là, puis qu'il est capable de faire le changement, ben, tu sais, on s'est dit, ben, il y a Joe, mais il doit en avoir d'autres. Fait que, tu sais, c'est dans cette optique-là qu'on a été chercher, qu'on a commencé à changer. Puis, tu sais, on voulait avoir un peu des passionnés, pas des gens qui viennent parce que, tu sais, je le répète encore, on est traités comme des pros dans notre équipe. Puis, tu sais, on voulait faire un virage pour plus, plus un virage de gens qui l'apprécient, puis, tu sais, qui sont prêts à dire, ben, regardez, ils investissent tant de milliers de dollars dans notre équipe, ben, on va pratiquer, puis on va se donner pour que, tu sais, pour être fier de notre logo, puis être fier de notre équipe. Fait que c'est là un peu que le changement a été fait dans notre équipe. C'est ça, c'est un peu c'est le sérieux de la patente. Tu sais, c'est avant d'avoir un bon joueur de balle, on veut surtout avoir un être humain qui est incroyable. Puis je pense que présentement, dans notre équipe, c'est à peu près juste ça qu'on a. C'est une famille, c'est très serré. Je ne serais pas gêné de j'invite. Je parle à tous les joueurs de la semaine sur Messenger, puis c'est tous des êtres incroyables. Puis le coaching staff avec Pat et Chap, c'est épouvantable comment c'est du bon monde, comment ils sont cool, ils nous traitent comme des pros. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est plus l'équipe est rendue. Moi, en tout cas, ce que je vois depuis 7 8 ans, c'est ça. C'est rendu que c'est une belle gang. Que, quand tu as hâte d'arriver la fin de semaine, tu t'en vas d'un tournoi, tu as hâte d'aller voir tes chums. C'est pas une corvée, tu as hâte de partir, tu pas hâte de revenir, mais tu as hâte de partir. Tu vois qu'est-ce que c'est rendu, cette organisation-là, c'est ça. C'est une famille tissée, c'est vraiment trippant. C'est sûr que là, quand je vous écoute parler, on voit le plaisir de jouer au jeu du softball ou au jeu du baseball. Tu sais, le plaisir d'être sur le terrain et de jouer. Et encore là, quand je vous écoute parler, là. Et si j'ai bien compris, puis ça, c'était ma curiosité la plus grande. Parce que quand on parle à des gens qui jouent dans tout ce qui est balle rapide, softball, souvent, c'est des parties spécifiques ou des tournois spécifiques. Il n'y a pas forcément de pratique. Et je pense que Dave, tu mentionnais que vous avez des pratiques, là, vous vous entraînez ensemble, comment ça fonctionne? Ben, en fait, à chaque année, on a on a un camp d'entraînement. C'est sûr que comme on a une équipe qui est des joueurs de divisés partout au Québec, on peut pas se rassembler à tous les mardis, exemple, pour faire une pratique. Mais comme là, exemple, justement, demain, on s'en va toute l'équipe. On a loué le Dôme à Varennes, puis on s'en va toute l'équipe. Avec tous les gars de notre équipe, on se rejoint au Dôme à Varennes. On fait un 2 heures de pratique là, dans le but du championnat d'Europe qui s'en vient là, dans 2 semaines à Barcelone. Fait qu'on on se fait une grosse pratique là, on se fait un gros souper d'équipe, on se fait un get-together ensemble. Mais la plupart du temps, c'est on se rejoint par groupe. Comme moi, j'ai un autre gars de Sherbrooke qui joue avec moi, fait qu'on on se rejoint, on pratique ensemble. Les gars de Québec pratiquent ensemble, les gars de la Rive-Sud. Puis, quand on part pour un tournoi, ben, là, on arrive toute une journée avant, on fait une grosse pratique, tout le monde ensemble. Après ça, ben, pratique au bâton avant chaque début de journée. Fait que, c'est comme ça qu'on réussit à pratiquer, mais chaque personne pratique de leur bord, t'sais. Il y en a qui jouent dans des ligues aussi. Il y en a qui jouent dans des ligues de. Il y en a de moins en moins, là, mais il y en a gros qui jouent dans des ligues aussi, dans des ligues de semaine. Mais ça lui permet de garder la shape un peu aussi, puis le virer de bâton, puis pogner des balles. Mais il n'y a pas de pratique spécifique, non, c'est vrai. Et justement, dans ces journées avant un tournoi spécifique, qu'est-ce qu'on tente d'aller voir dans les joueurs quand on fait une pratique? Qu'est-ce qu'on tente d'aller voir vers où ces joueurs-là sont rendus? Ben, quand on arrive, quand on arrive d'un événement type, ce qu'on fait, c'est on commence par faire une bonne pratique au bâton. C'est un peu, c'est quand même technique là, la balle donnée. Il faut savoir quand manager les home runs, parce que c'est pas comme au baseball, c'est pas des tournois avec des circuits limités. Fait que, on pratique vraiment des drills spécifiques de, exemple, frapper la balle dans le gap reverse, viser les lignes, viser chaque barre du lanceur. Ensuite de ça, on fait souvent une grosse pratique. On fait du volume, beaucoup de volume défensif. Après ça, on pratique double jeu, cut-off dans le champ. Fait que, tu sais, c'est toutes c'est toutes des choses basiques, mais qu'on répète, puis qu'on répète pour que ça devienne instinct. Tu sais, ça devienne un instinct là, quand on embarque sur le terrain. Et je remarque que vous portez les deux des chandails aux couleurs de Proaction.
Je me demandais comment qu'est-ce que le travail derrière le fait de réussir à équiper les joueurs, à avoir des habits, à être habillés, qui on a réussi à aller contacter pour avoir la possibilité d'être affiché aux couleurs de votre équipe? Ben ça, c'est surtout le côté management, comme Patrick puis Stéphane, eux autres, ils ont tellement de contacts, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de commanditaires d'attachés à cette équipe-là. Tu n'as pas le choix parce que avec les coûts qui sont reliés à ça pour un été, tu n'as pas le choix d'avoir des partenaires incroyables parce que c'est impossible de tout payer ça. On prend l'avion 3 à 4 fois. Comme cet été, on va prendre l'avion 4 fois, je pense. Fait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de dollars. Puis, comme Proaction, c'est ça, là, c'est un des contacts que Stéphane avait. Là, c'est des gars de Trois-Rivières. Ça va être la troisième année qu'ils sont avec nous. Fait que c'est plus Patrick puis Stéphane qui ont les contacts pour ça, qui ont les commanditaires. Mais je pense que les commanditaires, il y en a qui sont là, ça doit faire des quinzaines d'années, des vingtaines d'années. D'année en année, c'est souvent les mêmes. Là, puis on en voit plusieurs dans nos événements, exemple au party de Noël ou l'été, là, quand ils viennent au PIF. Beaucoup des commanditaires qui suivent l'équipe, qui suivent la page Facebook de l'équipe. C'est ça qui fait en sorte que. Mais tu parlais de nos chandails, puis toi, tu demanderas à David Goulet. Euh, Lui, il tient notre trailer d'équipe. On a un trailer aux couleurs de l'équipe, puis c'est tout lui qui manage le stock, l'overstock, les casquettes, les culottes, les bas, les chandails, etc., etc. Je pense que David, il passe des heures de plaisir à démêler ça, puis à replacer ça. On est équipé, on est bien traité, on est tout le temps bien habillé. Partout où on va, le monde il voit que c'est une équipe professionnelle. Là, on ne se le cachera pas. Là. On est équipé de la tête aux pieds. Il ne manque jamais de rien. Des hoodies, des chandails, des t-shirts, des casquettes. C'est fou. Là. À tous les années, il y a tout le temps du stock qui se rajoute. Non, c'est ça. C'est tout David qui gère ça. Il peut te le confirmer, je pense. Oui, effectivement, on a beaucoup de linge, mais tu sais, comme là, ce qu'on porte, là, c'est Evo Shield, là, ce qui est la compagnie Langto, dont le directeur, c'est François Henry, qui joue avec nous autres. Là. Fait que, tu sais, Frank, il s'occupe de Louisville Slugger, Wilson, de Marini, Evo Shield. Fait que, tu sais, on est quand même chanceux d'avoir un gars comme lui là, dans l'entourage de l'équipe, là, où ce qui, justement, nous commandite quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais, puis, tu sais, nos responsables d'équipe, Chap et Pat, c'est des maniaques de linge, là. C'est des trippers, là. À tous les tournois, ils arrivent avec un nouveau T-shirt ou un nouveau hoodies ou une nouvelle set de calottes. Puis, tu sais, eux autres, ils en font des calottes. T'sais, quand ils font des calottes, c'est pas 12 pour l'équipe, là. C'est à coût de 60 puis 80, là. Fait que, tu sais, on a même pensé ouvrir une boutique de linge tellement qu'on a de linge là, à l'effigie de notre équipe, là. C'est des cotons ouatés, j'en ai à peu près 40 différents, là. Sans faute. C'est comme là, je viens de voir justement là, sur notre page là, qu'ils en ont fait faire un spécial vu qu'on s'en va à Barcelone. Là, ils en ont fait faire un avec le logo de Barcelone dessus. Quand on est allé en Italie, là, il y a 2 ans, ça a été la même chose. En Allemagne, il y a 2 ans, ça a été la même chose. C'est des gars super fiers, ils sont fiers de leur équipe. Eux autres, nous, on est comme leur bébé. Là, fait qu'ils veulent ils veulent tout le temps qu'on soit sa coche. Puis, c'est tout le temps. Ils ont un cercle de commanditaires très, très, très précieux. Puis, eux autres, ils embarquent dans notre folerie. Là, on ne se le cachera pas. Là, on est vraiment chanceux, privilégiés, mais ça reste que c'est une folerie. Là, moi, je veux dire, j'ai 43 ans, puis je tripe encore à aller jouer à la balle. Il n'y en a pas tant que ça qui peuvent se vanter de ça ou qui peuvent être fiers de ça. Mais moi, chaque fin de semaine que je pars en tournoi, ben, j'ai hâte avant, j'ai des petits frissons, puis go, je m'en vais voir ma gang. Puis c'est tout le temps l'esprit de compétition qui embarque. C'est friendly, quand on arrive sur le terrain, on s'en va là pour gagner. Là, on s'en va là justement pour performer, puis pour essayer de montrer que notre organisation, oui, on est bien traité, mais on n'est pas juste ça, on est quand même une très, très bonne équipe de balle, dans les meilleurs au Canada. Puis même cette année, on est allé au championnat aux États-Unis, puis on s'est classé deuxième. Là, fait que, même au niveau où quand on va jouer contre les meilleurs, on est capable de bien performer aussi. Ben, l'idée d'ouvrir une boutique ou quelque chose peut pas être mauvaise parce que, tu sais, il y a le côté revente qui vous permet de financer les voyages, qui vous permet de réduire les coûts. Et justement, ces coûts-là, là, comme joueur ou comme gens de l'organisation, ça ressemble à quoi pour vous personnellement? Est-ce que vous déchargez des frais et des coûts? Est-ce qu'il y a des choses où c'est tout pris par les commanditaires? Ouais, en fait, Non. nous, là, ce qu'ils ont.
ce qu'ils ont implanté, là, dans le fond, comme mentalité, c'est vraiment quand tu t'en viens jouer pour une fin de semaine de balle, t'as pas de casser la tête autre que de jouer à balle. Ils prennent en charge tout ce qui est repas. Moi, je m'occupe du trailer, mais je veux dire, tout ce qui est boisson, tout ce qui est barre d'énergie, je veux dire, c'est tout le monde qui va acheter ça, c'est tout remboursé par l'équipe. Vraiment, t'as absolument rien à casser la tête autre que de venir jouer à balle. Moi, Wow. C'est gros. Moi, le lundi, je reçois Patrick ou Sandra, la secrétaire présidente de l'équipe. Elle m'envoie un courriel avec la liste des chambres, qui dort avec qui. Fait que moi, maintenant, j'appelle tout le monde, puis tout le monde sait avec qui couche le vendredi soir. Il envoie le travel, le nom de l'hôtel. Tout est seté d'avance. Tout ce qu'on a à faire, nous autres, c'est d'amener notre petit bonheur puis d'aller jouer à la balle. Wow! Honnêtement, Ouais, c'est c'est sharp, malade. là. C'est Ah vraiment ouais. hot, là. C'est bon, je me pas dans mes fils. Et justement, tu parlais des tournois à l'international. Tu sais, vous êtes allé jouer dans un championnat aux États-Unis, vous allez à Barcelone dans 2 semaines. Euh, Comment les équipes, quand vous arrivez là-bas, vous perçoivent? Est-ce que on se dit, ah, c'est une petite équipe du Canada? Est-ce qu'ils se disent, eh mon Dieu, on va avoir un gros challenge là? Comment ils vous perçoivent quand vous arrivez puis vous venez jouer contre eux? Ben, au Ben, début, ouais, vas-y, Dan. En Europe, c'est sûr qu'on est perçu comme la grosse équipe qui arrive là, parce que veut pas, c'était pas un sport qui était développé énormément quand on est allé la première année en Allemagne. Mais au fil des années, le calibre s'est amélioré. Puis depuis l'Italie, il y a toute une autre équipe du Canada qui vient de jouer. Puis c'est un pick-up. C'est monté plusieurs joueurs du Canada, même des Américains. Puis eux autres, c'est très, très fort. Fait que quand on va en Europe, on est tout le temps aperçu, mettons, comme les coqs. Puis aux États-Unis, non, je pense pas. Dave, il pourrait si tu verrais un peu le Non. calibre et la façon que ça se joue aux États-Unis, tu verrais qu'on n'est pas perçu comme des coqs. Là, on arrive là, puis sauf qu'on surprend. Comme l'année passée en Floride, Dave il pourrait le dire, personne ne nous voyait en finale dans le B au championnat du monde. Puis on s'est rendu là, puis on a gagné la première game de la finale. On a perdu la IF, la deuxième game, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui nous voyait là. Fait que, mais on est tout le temps à l'équipe qui y vont. On n'a pas peur d'aller, comme Chap dirait, on n'a pas peur d'aller dans le trafic. On se pointe là, puis c'est pas le même setup qu'au Québec, là, qu'au Canada, la balle aux États-Unis. Là. Dave, il va pouvoir t'en parler un peu plus, là, mais c'est un autre monde. Là. C'est un autre monde aux États-Unis. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand j'ai commencé à aller aux États-Unis, tu sais, on était, OK, tu sais, malgré qu'on est collés, on s'entend, les États-Unis, c'est nos voisins. Là. Tu sais, le monde a dit, OK, vous autres, vous avez l'eau courante. Là, tu sais, c'était quasiment ça. Là, ils imaginaient encore tu sais, les Indiens en forêt. Là, tu sais, puis ils comprenaient pas trop, là, mais rapidement, ils ont compris qu'on était capable de jouer à balle puis que on était capable de compétitionner contre eux autres. Là, mais c'est sûr que cette année au championnat qu'on est allé, au championnat du monde qui appelle, on est arrivé là, OK, vous êtes qui vous autres? Là? Puis à la fin du tournoi, on était l'équipe dont tout le monde parlait. OK, sont à prendre au sérieux, puis ils ont de l'air de rien, mais à la fin du tournoi, ils savaient tout on était qui, puis ils nous ont dit, OK, on veut vous voir dans d'autres tournois, puis c'est le fun de jouer contre vous autres, vous avez des gars de talent. Fait que rapidement, quand on va quelque part, rapidement, on fait notre place. C'est sûr que quand on vous invite quasiment à revenir et à vous voir dans notre tournoi, ça veut dire que vous avez fait le travail de la bonne façon. Mais justement, là, qu'est-ce que dans le monde du softball, les équipes peuvent rêver à atteindre comme tournoi? Tu sais, qu'est-ce qu'on cherche à vouloir se rendre pour aller montrer que notre niveau de jeu est le plus haut ou qu'on est capable de compétitionner à un certain niveau? Ben, au Au Canada, Québec. au Québec, il n'y en a pas vraiment, là, mais au Canada, le championnat le plus d'envergure, je dirais, c'est le championnat Softball Canada, qui est le championnat canadien où ce que toutes les provinces sont invitées. Ça, c'est vraiment, quand tu vas chercher la médaille d'or, là, que moi, à date, j'ai gagné une fois dans ma carrière en 2017. Mais tu sais, ça, c'est l'apogée au Canada.
Sinon, si tu vas vraiment au niveau du slow pitch en général, le plus gros tournoi, c'est le championnat du monde qui appelle à Viera en Floride. C'est là qu'on est allé cette année, mais là, tu as différentes catégories. Tu as du F, du E, du en montant, jusqu'à A, double A, major. Nous autres, notre équipe, on est considéré comme une équipe de A. L'année passée, on a réussi à faire le championnat du B. monde B qu'on appelle, où on a perdu en finale. Puis back-à-back, en fait, là, c'était vraiment back-à-back. On finissait le jeudi, puis le vendredi matin, on commençait le championnat du A. Là, après avoir joué 11 games, je me rappelle bien, Ouais, 11 games dans le B, puis on recommençait tout de suite le lendemain dans le dans A. le A. Ouais, en fait, on a commencé la première game contre l'équipe qui était rankée numéro 1 pour le championnat de A. Puis on les a battus d'une game de fou, mais on a réussi à les battre. Fait que, tu sais, ça a été comme un peu notre Coupe Stanley cette fois-là. Mais vraiment, là, les deux buts à atteindre, là, c'est le championnat canadien, la médaille d'or, puis après ça, se rendre au World, puis performer là, le plus possible. Puis pourquoi tu dis que c'était un peu le championnat de la Coupe Stanley? Comment ça s'est passé un peu ce match-là? Mais tu sais, ben, c'est vraiment un peu, tu sais, c'est David contre Goliath, là, c'est l'équipe qu'on a joué, c'est un Easton Primetime, qui est une équipe qui était 2A l'année d'avant, qui ont descendu dans le A l'année passée. Puis je pense qu'ils ont à peu près tout remporté ce qu'ils pouvaient remporter Si je sur me leur trompe terrain l'année pas, passée. si je me trompe pas, Dave, il me semble que il y avait une affaire, une fiche comme 46 victoires, une ou deux défaites, si je me souviens bien, de ce qu'on avait entendu parler cette année-là, de cette année là, avant qu'on les batte. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, nous autres, on est arrivés là en disant, bon, go, on donne ce qu'on a donné, puis ça fera ce que ça fera, mais on les a battus. On a causé. Tu sais, dans ces championnats-là, c'est des championnats à 40, 50 équipes. Fait que, tu sais, tant que tu restes dans le winner bracket, ça va bien. Tu joues, mais pas si pire. Mais aussitôt que tu descends en bas, là, Ouf. c'est quasiment inimaginable. Là. C'est back to back to back. Tu sais, c'est des games d'1 heure et demie, 1 heure 40 à tous les fois. Là, tu sais, c'est des grosses games de balle. Puis le but, c'est de te rendre le plus loin avant de descendre dans le loser bracket. Fait qu'eux autres ont parti déjà. Tu sais, eux autres, c'était un gimme, là, ils s'en venaient là. Là, nous autres, on était à leur game de pratique, en fait. Là. Ils ont dit, on va se roder contre eux autres, puis après ça, ben, on va commencer notre tournoi. Mais ils ont pogné 2 minutes parce qu'ils ont commencé en bas. Non. Lors de cette game-là, moi, je vais tout le temps m'en souvenir. Moi, j'étais sur le côté, mettons, où qu'on sort du dugout pour aller frapper, puis j'étais là, de voir les autres équipes qui attendaient pour jouer, des Américains, de venir sur le bord de notre dugout, parce que là, eux autres, ils voyaient ce qui se passait, puis c'était pas normal. Tu sais, qu'est-ce qui se passe là? Puis d'entendre les Américains nous dire, vous allez shock the world. Là. Tu sais, on a comme, ouais, c'était rendu là, là. On a créé quelque chose. Là. Et nous autres, on était sur un nuage, là, mais tu sais, nous autres, on n'avait pas d'attente. Nous autres, je m'en souviens, Dave, on travelait ensemble de l'hôtel au terrain. Puis on s'en venait, on était avec Chap, et on disait, hey, ça serait-tu le fun, hein? On provoquerait-tu quelque chose? On arrive là, puis on les bat, là, tu sais, on s'amusait en disant ça, mais là, on les a vraiment battus. Fait que, tu sais, d'autres, on n'avait pas de pression, on n'avait rien. Puis de voir toutes les équipes américaines qui jouaient après nous autres, de venir alentour du terrain, puis de dire, oh là, OK, là vous êtes à prendre au sérieux C'est pour vrai. expense. Là, vous êtes en train de faire de quoi? Là? Moi, je vais tout le temps m'en souvenir, j'entendais le gars en arrière de dire, là, shock the world, les boys. Là, c'est quelque chose. Là, vous êtes, je me suis dit, oh, là, on vient de faire quelque chose. On vient de réaliser une affaire que tout le monde voudrait réaliser, que tout le monde aimait ça être à notre place. Puis c'était quasiment c'était trippant. Là, pour vrai, là, c'était de voir quand on s'est sauté dans les bras, c'est comme Gou, il dit, c'est comme si on venait de gagner la Coupe Stanley, nous autres. Là. C'était quelque chose. Là. C'était vraiment trippant. Là. Juste ce game-là, ça a fait notre voyage quasiment. Là. Ouais, ouais, effectivement. C'était hot, là. C'était hot, là. C'est sûr que quand vous réussissez à un peu déstabiliser une autre équipe qui n'est pas censée se faire déstabiliser facilement de même, c'est sûr qu'on vient de topper des moments assez intéressants. Et pour la saison 2024, qu'est-ce que on prévoit? C'est quoi notre plan pour cette saison? Puis c'est quoi nos objectifs qu'on vise? Ben, tu sais, les objectifs sont tout le temps les mêmes pour l'organisation. C'est de revenir avec une médaille là, au championnat canadien au mois Canadien. d'août. Tu sais, c'est un championnat qui dure quand même 6 jours.
Cette année, c'est à Leduc en Alberta. Et c'est beaucoup, beaucoup de matchs de balle. Tu sais, quand j'ai commencé, il y avait 12 équipes, 12 provinces, 12 équipes, ça marchait comme ça. Tu avais, si une province n'est pas l'équipe qui avait des defending champs, qui avait le droit d'envoyer une deuxième équipe de sa province. Écoute, là, c'est rendu des 3-4 équipes. Tu sais, tellement que le sport a grossi, c'est rendu 3-4 équipes par Il y a province 22 qui équipes. se déplacent. Ouais, c'est ça. Il y a 22 équipes. Fait que, tu sais, c'est rendu pas mal plus compliqué à ramener de médailles. Tu sais, avant, c'était quasiment un gimme, là. On était comme trois grosses équipes au Canada. Il y avait nous autres, il y avait les Orioles de l'Ontario, puis il y avait l'Alberta. Tu sais, on allait se battre pour savoir qui gagnait la médaille d'or. Mais là, à cette heure, il se passe tellement de choses en une semaine. Tu sais, on joue contre des équipes qu'on connaît pas, des équipes qu'on voit pas, c'est la même chose de leur part. Mais là, nous autres, ils commencent à nous connaître, mais tu sais, c'est pas pareil. C'est une grosse semaine, c'est bien émotif. Faut prendre ça au sérieux, mais c'est vraiment le but à chaque année, c'est aller ramener une médaille, puis qui plus est l'or, c'est possible. C'est bien plus beau comme couleur. Ouais, effectivement. Et justement, dans ces championnats canadiens-là, tu sais, je vais aller avec les connaissances générales des gens qui vont souvent suivre ça ici. Souvent, l'équipe du Québec va se ramasser contre l'Ontario, contre le BC, l'Alberta. Du côté du softball, c'est qui comme un peu la rivalité que l'équipe du Québec ont régulièrement dans ces tournois-là? C'est pas mal les équipes que tu viens de nommer. C'est surtout l'Ontario. Les Orioles, justement, là, c'est nos plus grands rivaux à toutes les années. Depuis quelques années, on fait toute une série contre eux autres en début d'année. On joue une journée à Saint-Bruno, on joue 5 matchs contre eux autres, là, le vendredi, samedi. Il y a tout un petit enjeu, là, mais c'est rendu des amis aussi. Là, on a assez joué souvent contre eux autres dans les dernières années. Mais l'Ontario, c'est la grosse province. L'Alberta aussi. L'Alberta, ils ont une bonne équipe, là, les Cards. Puis au BC, il y a une bonne équipe aussi. Le Bus Driver, là, c'est toutes les. Mais l'Ontario, nous autres, puis l'Alberta, puis le BC, c'est pas mal ça. Les autres provinces, ça développe, mais c'est moins fort que ces grosses provinces-là pour tout de suite. Là. Ouais, c'est très similaire qu'au baseball, là. J'en ai fait des championnats canadiens au baseball. Puis c'est le même principe. C'est vraiment l'Ontario, Colombie-Britannique, Alberta. C'est les mêmes rivalités qui repoussent peu importe le sport. Mais tu sais, c'est tout le temps la saine compétition. Mais tu sais, quand on arrive là, tout le monde veut gagner, c'est normal. Fait que, non, c'est une grosse semaine. Tu sais, c'est beaucoup de sacrifices pour se rendre là. Puis, tu sais, quand on arrive là, on veut performer. On prend tout ça au sérieux, mais c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. Puis, c'est beaucoup de préparation pour se rendre là, arriver le plus game shape possible. C'est un bon processus. Et on parlait de développement, justement, un petit peu de certaines provinces. Au Québec, là, comment on peut percevoir le développement du softball? Comment vous voyez ça? Puis qu'est-ce que vous rêvez de voir dans les prochaines années pour s'assurer que le softball au Québec prenne de l'ampleur, là, puis qu'il y ait quelque chose qui peut être, qui peut être prometteur pour vous dans le futur? Il y a déjà Ben, tu sais, beaucoup, beaucoup d'équipes là, qui jouent à ballonner au Québec. Là. Il y a beaucoup de classes, il y a beaucoup d'équipes. Là, pour vrai, là, le problème, c'est dans l'élite, il n'y en a pas tant que ça. Là. C'est ça le gros point. Là. On est deux équipes vraiment qui vont au Québec, qui vont au championnat canadien. C'est sûr qu'on n'a pas le même bassin qu'en Ontario puis en Colombie-Britannique, là, on sait tout ça. Mais le sport de la balle lente, la balle donnée au Québec, je pense qu'il est quand même en santé. Là. Je veux dire, versus le nombre d'équipes qu'il y a. Il y a beaucoup, beaucoup d'équipes, que ce soit dans la région de Trois-Rivières, même à Québec, ça commence un petit peu. Sherbrooke, il y en a quand même beaucoup. Saint-Hyacinthe. Montréal aussi, dans les dernières années, ça a développé beaucoup. Ça, il y a beaucoup de. Versus, mettons, je parle de là 15-20 ans quand je jouais à ce sport-là. C'était Sherbrooke, ça commençait un petit peu à Montréal, tu avais Trois-Rivières, Québec, c'était quasiment inexistant. C'était plus ça. Mais là, présentement, c'est à la grandeur du Québec, je pense que le sport est quand même en santé, je te dirais. Là. Je ne sais pas si goûte un peu le même son de cloche. Là. Oui, vraiment, là, ça a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Mais tu sais, la grosse différence, c'est que c'est quand tu joues à ce sport-là, tu as les deux, t'as les deux extrêmes. T'sais, si tu veux aller là,
faire le party avec tes chums, ben, c'est quand même accessible. Il y a des tournois pour ça. Mais plus que tu montes de catégorie, moins que tu peux faire ça. Puis, tu sais, rendu à notre niveau, à nous autres, il n'y en a pas de ça. Oui, on prend une bière après la game, mais on n'en prend pas 10. Tu comprends? Le soir, on se couche au lieu d'aller veiller. Parce que le lendemain, on sait que ça va être dur. Puis, des tournois qu'on joue souvent, là, ça commence à 8 heures le matin, tu sais pas à quelle heure tu finis le soir. T'es mieux de prendre un bon déjeuner parce que tu sais pas si tu vas manger dans la journée. Là. Quand on va, justement, quand on fait des tournois aux États-Unis, là, c'est des 6-7 games par jour. Là. On arrive à 8 heures le matin, puis on sort à 21 heures, 22 heures le soir, puis on a débarqué peut-être 1 heure là-dessus. Là. C'est vraiment intense. Là. C'est vraiment intense. Le monde, ils peuvent pas des fois s'imaginer ça, mais quand on part dans un tournoi, on en fait un encore cette année, il y a pas ça One Day Tournament, c'est un complexe à 6 terrains de balle. Mais tu arrives le matin, puis quand tu repars du terrain, c'est parce que tu es éliminé ou tu as gagné. C'est tes seules options. Tu n'as pas le temps de partir et aller manger si ça n'arrive pas. S'il y a de quoi, tu as une game de break, mais à 6 terrains, souvent, tu pars, tu t'en vas à l'autre terrain, tu joues contre une autre équipe. Le temps que l'autre game finisse, ben là, tu as ton petit bout de break. Sinon, ben, tu repars, tu rejoues. C'est pas des games d'une demi-heure. C'est des games de 20-25 points qui durent 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie de temps à 27, 28, 29 degrés dehors. C'est très, très, très exigeant. Wow! Ça arrête jamais, ça arrête jamais. Quand tu vas, là, comme Gouy expliquait, là, l'année passée, on est allé dans un tournoi justement là, à Taunton, au Massachusetts. On jouait sur le terrain 2, on est allé en overtime, on a perdu 39-36. Pendant qu'on se donnait la main sur le terrain 1, juste à côté de nous autres, l'arbitre, il nous sifflait pour nous dire OK, let's go, venez-vous-en, ça commence. On a juste eu le temps de changer nos sacs de bain, s'accrocher, puis je suis allé faire le flip au marbre, puis c'était le play ball. Aux États-Unis, c'est ça. Si t'es cédulé, pense pas arriver sur le terrain, te réchauffer, te préparer, puis prendre ça cool. Non, non, non. La seconde, tu embarques sur le jeu. Let's go, ça joue à balle. On était en train de donner la main, puis l'arbitre nous sifflait, puis vous êtes. Fait qu'on a, fait que comme Gouy disait, tu peux manger à 8 heures le matin, tout dépendant de la journée que tu as, tu peux remanger à 7 heures le soir, tu peux passer ta journée sur le terrain, tu ne sais pas, c'est comme ça. Aux États-Unis, c'est le même. Tu sais, au Québec, entre les matchs, je pense au pif, là, il y a des temps d'arrêt, t'as le temps de. Mais là-bas, c'est ça. Tu peux commencer le matin à 8 heures, tu rejoues à 9 heures, tu rejoues à 10 heures, tu rejoues à 2 heures, ça n'arrête pas. Tout dépendant de ta bracket, là, c'est malade. C'est un méchant thrill. Pour vrai, là, moi, avant de venir avec cette équipe-là, j'avais jamais participé, mettons, à des tournois, mettons, l'autre côté aux États-Unis. Puis là, cette année, on en a 3 ou 4, on en a 4 de cédulés. Là. Moi, je ferais juste ça. C'est malade. C'est débile. C'est un thrill incroyable. Aller jouer aux States, là, de voir là, les setups de tout ça, là, les joueurs de balle. Aux États-Unis, il y en a des joueurs de balle. Des athlètes, là, il y en a. Là, puis eux autres, là, c'est un bassin de 300 millions. Là. Il y en a des joueurs là, qui ont. La plupart des joueurs qui jouent dans nos calibres, c'est des gars qui ont joué au baseball quand même assez haut. Là, puis c'est de voir les athlètes, puis alors c'est trippant. Puis, les gars, ils nous reconnaissent. On est amis avec des Américains à cette heure. Quand on arrive là-bas, on se parle. Puis, mais c'est vraiment trippant. Là. C'est un autre game, complètement un autre game, les Américains, aux États-Unis qu'au Québec. Là. C'est le jour puis la nuit. Là. Ouais, vraiment. Vous m'avez donné le goût de dire une fois, de voir ça. Ça va à peine. Ça va à Wow. peine. C'est quelque chose. Quand on avait été, Vas-y, quand on vas-y. avait été au Firecracker dans 7 ans, 8 ans, puis que le catcher, c'était Matt Stairs. Matt Stairs, il venait de sortir des MLB, puis il jouait contre nous autres. Là. Ouais, c'était vraiment spécial. C'était un tournoi au Connecticut, un gros, gros, gros tournoi. Là. Puis, écoute, le gars, il sortait du show. Là. Il jouait l'année d'avant, puis là, cette année, il avait pris sa retraite, puis il jouait, Pour le fun. il jouait une équipe de jeunes pour le fun. Là. C'était quand même très impressionnant. C'est quand même drôle de dire que le gars est sorti des ligues majeures, puis pour le fun, hein, il va aller jouer dans ce niveau-là, genre pour le fun. Ah, c'est quand même Ouais, ouais, vraiment. un deux niveaux assez différents. Puis justement, là, ben, en fait, ça répond un peu à ma question, mais je la pose quand même pour avoir l'explication. Là. Euh, J'ose croire que vous ne jouez pas dans des petits terrains, on joue dans des terrains de grande distance quand même. Comment ça fonctionne? 300 pieds. Ça, dé-
C'est bien. Ben, aux États-Unis, c'est tout 300 pieds, peut-être à peu près le goût, hein. C'est quand Ben, on joue en Europe. ça dépend du calibre. Hein. Ça dépend du calibre. Tu sais, comme là, euh, quand on est allé quand on est allé pas Orlando, mais à Vieira, en Floride, tu sais, le complexe qui est incroyable, là, qui est le complexe de USSC, euh, Incroyable. tout dépendamment du calibre, ils ont des clôtures rétractables. Là. Fait que, tu sais, le championnat de C est à 300, le championnat de B est à 325. Ah, ben là, tes grandeurs stadium, tes 335, 400 dans le centre. Fait que ça dépend des places qu'on joue. Ici, au Canada, la réglementation championnat canadien, c'est entre 300 et 325 tout le tour. Ça a l'air grand, mais rendu au calibre qu'on est, c'est plus grand que ça. Il faut se retenir pour pas faire d'overrun. OK, quand même, mais justement, ça amène le questionnement. Quel type de bâton vous jouez avec dans. C'est sûr que ça va être différent de tournoi en tournoi, mais ça ressemble à quoi les bâtons avec lesquels vous jouez? Ben, en fait, tous les bâtons ont des réglementations selon l'association que tu joues. La majorité, c'est ce qu'on utilise, c'est USSSA, qui est la plus grosse association aux États-Unis. Au Canada, ben, on s'est collé sur cette association-là. C'est des bâtons qui ont un testing du départ, dans le fond, une compression de départ. La compression ne doit pas être inférieure à 220. C'est des machines qui testent la compression du bâton. Si le bâton descend en bas de 220, tu peux plus l'utiliser. Fait que même qu'on est rendu à 240, là, je pense. C'est Ouais, ouais, 240. ouais. La nouvelle réglementation, c'est 240. Avant, c'était 220, mais ça a changé dans les dernières années. C'est rendu 240 livres de compression de bâton. Fait que, tu sais, quand on fait des tournois aux États-Unis, avant chaque début de tournoi, ils testent tous les bâtons, ils mettent ça dans une chaudière, puis tu ne revois pas ton bâton du tournoi tant aussi longtemps que le tournoi n'est pas fini. Ici, exemple, au PIF, ce qu'ils font, c'est qu'ils testent tous les bâtons, ils mettent un collant dessus. Fait que si tu vas au marbre, si tu vas frapper, il faut que tu aies le collant sur ton bâton, puis ils font des random tests. Ça veut dire une fois par tournoi, ben, ils peuvent aller chercher des bâtons dans la clôture, puis ils retestent. S'ils fail, ils enlèvent le bâton. Parce que, tu sais, il y a quand même une grosse gamique au niveau du bâton. À l'époque, il y a eu beaucoup de triches de fait. Là, tu sais, le monde tu sais, trafiquait leur bâton pour être capable de frapper encore plus fort. Puis, tu sais, moi, je suis lanceur à balle donnée, là, puis je peux te le confirmer, ça passe au poste. Là. Tu sais, tu joues avec des balles de fusil quand on va aux États-Unis, on appelle ça des balles de fusil. Là, c'est des balles extrêmement dures qui doivent sortir à peu près à 120, 125, 130 000 à l'heure. Là, moi, je lance à 50 pieds, deux autres. Puis, il a fallu qu'ils réglementent ça de parce qu'il y a eu des morts aux États-Unis, carrément. Il y a des gens qui sont morts. Fait qu'ils ils ont été chercher ils ont augmenté la réglementation au niveau des bâtons. Puis là, nous, ici au Québec, on joue avec des balles plus molles, un petit peu plus, je veux dire, qui performent moins un peu qu'aux États-Unis. Mais puis aux États-Unis, ça dépend. Plus que tu montes de level, plus que la balle est dure. Je pense que ça devrait être l'inverse, mais bon. Je connais peut-être pas assez ça. Mais tu sais, je veux dire, quand j'ai été là, jouer au Challenge Cup en janvier, qui est un challenge de tous les États des États-Unis qui se font des équipes. Nous, on a fait une équipe Canada-Est puis une équipe Canada-Ouest. Puis on jouait Major, qui est le plus haut calibre. Puis c'est hallucinant, là. Je veux dire, c'est les balles, j'ai jamais vu des balles frapper aussi loin de toute ma vie. C'est des balles à 450, 475, 500 pieds. C'est des gars qui ont joué 3 Ryan Harvey, qui est un des meilleurs exemples. C'est un gars de 6 pieds 7, doit peser à peu près 275 livres de muscle. Il a une barbe qui part du menton jusqu'au milieu du corps. C'est impressionnant, les balles qui frappent. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Mais ont pas eu le choix de demander de mettre un top au bâton, à la qualité des bâtons, parce que là, c'était rendu très, très, très dangereux. T'sais, Et oui, c'est le fun de frapper, sauf qu'il y en a en défensive, il faut qu'il pogne la balle. oui, c'est sûr. Idéalement, il faut qu'il aboie là, pour la pogner. C'est sûr que quand la balle sort à 120, 130 et plus, là, c'est dur de réussir à la voir comme il faut. Déjà qu'à 100, c'est pas évident. Là. Euh, Ouais. mais justement, ça me fait penser, là, comme lanceur, à- qu'est-ce qu'on peut considérer un lanceur de haut calibre? Qu'est-ce que la technique, qu'est-ce qu'il y a de haut calibre pour un lanceur?
Faut être débile pour lancer à ce sport-là. C'est pas compliqué. Dave, il y a un petit quelque Ouais, chose tu aussi, là. sais, ouais. Tu sais, je considère, mettons, les lanceurs à balle donnée un peu comme les goalers au hockey. Tu sais, on est quand même pas du monde spécial, mais tu sais, ça, vraiment, faut peut-être des réflexes de fou, là. Ça, c'est parce que, écoute, rendu au calibre qu'on joue, nous autres, là, pour vrai, c'est quelque chose, là. C'est impressionnant la balle, la vitesse qu'elle sort. Mais tu sais, c'est des trucs là, tu sais, pour être un lanceur, je me considère pas comme un lanceur d'élite, là. Je me considère comme un bon lanceur, mais tu sais, c'est vraiment de jouer la hauteur des lancers. Tu sais, moi, je lance quand même, malgré que c'est de la balle donnée, je lance quand même des balles à effet qui sont quand même pas pires. Mais tu sais, c'est travailler le frappeur. C'est le même principe. Je lance ça au baseball aussi. C'est le même genre. Tu lances un lancer, mais c'est pour préparer ton deuxième qui s'en vient. Tu sais, bien que tu connais les frappeurs, tu lances-tu plus en dedans, tu lances-tu plus à l'extérieur. S'il y a un positionnement en avant de la plate, ben, tu lances plus en arrière. S'il est en arrière, ben là, tu essaies de le pogner plus en avant. Tu sais, il y a plein de trucs là, que tu développes à force de lancer, mais pour vrai, le premier critère, il faut que tu sois un peu teinté pour aller lancer. Ça, je pense. Mais moi, c'est pas compliqué. Tu sais, moi, quand je suis arrivé dans cette équipe-là, euh, j'avais pas un gant pour jouer dans cette équipe-là. Fait au début, ils m'ont pris comme frappeur, comme frappeur, comme frappeur, puis tranquillement, j'ai analysé si je veux continuer à jouer dans cette équipe-là. Euh, c'était au niveau des les lanceurs qui étaient les plus vieux dans l'équipe. Je me suis dit, s'il y a une place que je peux aller me bâtir, c'est là. Fait que c'est de même que j'ai réussi à. Je lançais toutes les. Pardon, je lançais toutes les pratiques au bâton. Toutes les fois que j'avais une chance d'aller lancer, d'aller me pratiquer, je le faisais. Puis c'est de même que j'ai développé un peu à force de pratiquer. C'est le même principe qu'au bâton, à force de pratiquer puis d'en lancer. C'est là, ben, tu sais, je lance tous les pratiques au bâton. Encore aujourd'hui, je lance toutes les pratiques au bâton. Fait que, tu sais, je connais mon mouvement. Je pourrais lancer les yeux fermés puis je sais où ce qu'elle va tomber tellement que j'en lance dans une fin de semaine des balles. Puis, tu sais, tu apprends à découvrir des mécaniques chez les frappeurs. Tu sais, il se place comme ça, je sais où il va aller. C'est très, très, très stratégique. Malgré que ce que le monde peut penser, c'est très, très, très stratégique. Nous autres, avec la défensive que j'ai, ben, je positionne ma défensive puis j'envoie le frappeur dans la défensive que j'ai faite. Oui, ça se peut qu'il frappe ailleurs. Mais si j'ai un frappeur droitier, puis je sais que lui, la plupart du temps, il va à l'opposé, ben, je tasse mes gars, ma défensive, dans le but de dire, ben, gars, je vais le lancer là pour qu'il aille dans la trappe. Fait que, c'est tout ça. Mais, un lanceur est excellent quand tu as une excellente défensive. Moi, je suis un lanceur correct, mais avec une défensive extraordinaire. Fait que, eux font que moi, j'ai de l'air meilleur, en fait. C'est sûr que quand la défensive réussit à supporter le lanceur et que le lanceur supporte la défensive, tu sais, ça va s'entraider l'un et l'autre. Et justement, tu parlais de gants tantôt, tu as parlé de l'expérience avec Jonathan Marleau qui est arrivé avec un gant plus court, surtout qu'on l'a connu avec les Capitals pour être au deuxième but avec un gant très très court. C'est quoi les conseils que que vous pourriez donner à quelqu'un qui veut jouer à la softball ou simplement qui veut rentrer dans votre équipe mais qui peut-être n'a pas encore eu l'expérience softball? Quels sont les conseils pour peut-être les différentes quelques positions? Mais, moi, je dirais, le meilleur exemple, et encore je le nomme, Joe, c'est si tu veux compétitionner dans ce sport-là, il faut que tu prennes ce game-là au sérieux. Si tu arrives, puis moi, le premier, là, quand j'ai commencé à jouer à balle donnée, je sortais du senior élite. Là, mais va pas me faire craindre ta balle qui arrive à 3000 à l'heure, je suis pas capable de la frapper à l'autre bord de la clôture toutes les fois que je veux. Ben, c'est pas de même que ça marche, justement. Parce que c'est pas la même swing. Quand j'ai appris à respecter ça, à comprendre la mécanique, à pratiquer ça, ben c'est là que mon niveau a augmenté. Euh, c'est vraiment le plus que tu peux pratiquer, le plus que tu peux en jouer des games, vas-y, fais-les, peu importe. Moi, rendu où ce que je suis, je peux plus jouer à peu près nulle part. Là. Comparativement au hockey, plus que tu es bon, moins tu peux jouer. Au hockey, plus que tu es bon, plus que tu peux jouer. Tout le monde Tu peut peux jouer, jouer. mais nous, il y a des restrictions. Puis, moi, je peux à peu près pas jouer dans des ligues jamais. Je peux pas faire d'autres tournois vraiment que les tournois que je fais avec mon équipe. Mais pour te rendre là, le plus que tu peux jouer, ben joue, puis joue, puis joue, Pratiquer. puis regarde-en de la balle. Moi, encore, je regarde des games qui jouent aux États-Unis.
fréquemment. Là. Je regarde, je prends des notes, je pratique. Mais c'est 100% de la pratique. C'est pas compliqué. C'est vraiment pratiquer puis prendre ça en cœur. Puis, mon questionnement aussi, tu parlais de regarder des games. À quelle fréquence dans vos tournois, vous avez la chance peut-être de revoir des matchs d'équipes que vous allez affronter ou que vous connaissez qui vont être là au tournoi? Parce que est-ce que vous arrivez un peu sans nécessairement connaître toutes les équipes déjà d'avance? Comment ça fonctionne pour réussir à se dire, OK, ben là, on va affronter cette équipe-là, ils ont tel pedigree, on va devoir peut-être contrôler tel joueur, tel joueur. Y a des choses que vous savez ou c'est tout pas mal, on arrive le jour même et on apprend? Non. Nos devoirs sont faits. D'habitude, moi, dans le fond, mon rôle dans des jours de match, c'est ça, là. C'est un peu ça, là. Quand que nous autres, on ne joue pas, moi, je te dirais que 90% du temps, je reste au terrain, puis je regarde la cédule, puis je vais voir les équipes contre qui qu'on va jouer dans les prochains matchs, contre qui qu'on a probablement qu'on va jouer contre dans les prochains matchs. Puis moi, je prends toutes des notes. Je prends des notes. Tel joueur, c'est un gars qui, la plupart du temps, il va à l'opposé, il tire la balle, il y a du pop, toutes ces choses-là. Les joueurs de champ, ils ont des bras canons, des petites choses comme ça. Puis à chaque match qu'on joue, parce que ça fait plusieurs années qu'on y va aux États-Unis, puis veut pas, on joue souvent contre les mêmes, ben, pas contre les mêmes équipes, mais ça arrive souvent qu'on joue. Fait que j'ai tout. Donc, on a un portable, le portable sur lequel je regarde. J'ai avec l'application iScore, puis je rentre tous les matchs avec le gauche que le gars a frappé, s'il a frappé un roulant, un fly, etc., etc. J'ai tout ça. Fait que quand on joue contre ces équipes-là, ben, avant le match, moi, je vais sur l'ordinateur, je vais sur mon portable, puis je peux voir, on se fait déjà, mettons, on a tout le temps la chart. On regarde la chart de tel joueur, de tel joueur, de tel joueur. Fait que on se fait tout le temps une idée comme ça. Fait que avant chaque lancé, avant chaque frappeur que Dave va affronter, ben, le coach en chef, Stéphane, ben, on place la défensive. Moi, des fois, Jagou, lui, il frappe souvent sur le premier lancer. Toutes des choses comme ça. On est vraiment préparé à toutes sortes d'éventualités. Puis, comme tu disais, moi, je suis abonné à USSSA Live. Fait que quand il y a la plupart des tournois, eux autres, aux États-Unis, c'est tout live sur le web. Fait que, on va voir des matchs. Comme là, j'ai été voir des matchs un peu là, de slow pitch Europe. Là. On s'en va à la Coupe du Monde. Là. Puis il y a des équipes que j'ai vu jouer un petit peu. Là. C'est sûr que c'est pas filmé incroyable, mais on, on essaie de se donner une idée pour être le plus près possible quand on arrive sur le terrain pour être. C'est sûr que, comme Gou il disait tantôt, ces gars-là, ils sont capables de frapper n'importe où. Ils vont frapper sur la ligne du first, comme sur la ligne du 3, comme dans le gap. C'est des professionnels. Mais en ayant une défensive, en le sachant d'avance un peu, des fois, on peut les forcer à frapper ou ce qu'ils ne veulent pas frapper. Fait que c'est là que des fois, ils font des petites erreurs puis des choses comme ça parce que, c'est d'être le plus près possible. Moi, ça fait partie de mon rôle à moi dans cette équipe-là. Comme les joueurs, eux autres, leur rôle, c'est d'arriver près. Puis, nous autres, on essaie de lui donner tous les outils pour que quand ils arrivent sur le terrain, ils savent à peu près à 90% ce que le gars va frapper. C'est dur. C'est pas comme au baseball, que la balle donnée. Le gars, il peut frapper, surtout à ce niveau-là, ce calibre-là, les gars, ils frappent où ce qu'ils veulent, ils la mettent où ce qu'ils veulent. C'est pas comme la balle elle rentre à 100 000 à l'heure, puis ils essayent de la frapper, c'est pas ça. C'est un autre game, mais nous autres, c'est ça notre rôle, c'est en tant que coaching staff, c'est que les gars soient le plus près possible, qu'on ait une vue d'ensemble de l'équipe contre qui qu'on joue, des joueurs, etc. La plupart du temps, on a tout le temps une bonne petite fiche technique sur chaque joueur qu'on va affronter. On le sait tout le temps d'avance pas mal. Et si on revient un peu aux joueurs que vous avez réussi à voir dans l'équipe et un peu la prospection des prochains joueurs qui peuvent intégrer l'équipe, parce que tu sais, à un certain moment, il y a un roulement qui va se faire dans les joueurs, parce qu'il y en a qui décident d'arrêter de jouer et d'autres qui décident de faire autre chose. Comment vous réussissez à garder ces joueurs-là, autre que un peu le bouche à oreille que vous avez parlé tantôt? Est-ce que vous allez dans des tournois faire du recrutement, parler avec des joueurs qui seraient intéressés de venir jouer dans l'équipe? Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça qui se font pour réussir à aller voir des talents des fois, peut-être que vous avez vu dans un tournoi, vous avez dit, hey, ce joueur-là, on aimerait ça l'avoir avec nous. Qu'est-ce qu'on fait pour réussir à peut-être attirer ces joueurs-là? C'est sûr que nous autres, l'équipe, mettons, avec le genre de cédule qu'on a, c'est sûr que plusieurs joueurs, en théorie, qui aiment ça, qui aimeraient ça venir jouer avec nous autres. Fait que c'est tout le temps plus facile, un petit peu de côté recrutement.
Je te cache pas que le circuit B au Québec, on regarde un petit peu, mettons, les jeunes. Il y en a beaucoup de jeunes qui arrivent dans le circuit B. Fait que moi, l'été passé, j'étais voir 2 à 3 événements du circuit B. Je regarde. Il y en a des fois qui je vois plus, qui attirent mon attention. Ben, je m'arrange pour essayer de retourner leur voir 2 à 3 fois dans l'été, voir où ce qui est rendu. Y a-tu steppé up encore plus ou il est resté comme qu'il est là? Puis dans le reste, c'est sûr, c'est le baseball. Aussi, c'est notre, comme on disait tantôt, c'est le junior élite. On a des contacts là-dedans. On a plusieurs joueurs qui connaissent des joueurs qui ont sorti du baseball élite, qui sont dans le senior, qu'à un moment donné, ils vont se greffer à nous autres, ou éventuellement, ils vont se greffer à nous autres. Mais en tant que recrutement, dans les dernières années, on n'a pas tant de joueurs que ça qui ont quitté. C'est sûr que dans les prochaines années, on s'attend des vieux de la vieille, il y en a sûrement peut-être un ou deux qui vont quitter, mais la cédule à toutes les années qui nous est présentée fait en sorte que, puis le fun qu'on a toutes les fins de semaine, il n'y a pas beaucoup de gars qui veulent lâcher. Là. On a diminué la cédule il y a 2 ans, il y avait beaucoup trop de tournois avant. Là, présentement, on fait juste, si je regarde notre cédule de cette année, là, elle est trop débile. Là. C'est drôle à dire, mais c'est débile. Là. On commence en Espagne, après ça, on fait 3 beaux tournois aux États-Unis là, à 5 heures d'ici, là, mettons, en auto. Après ça, on va à Calgary, comme David a dit, puis on finit ça en Floride au mois d'octobre, une semaine, un séjour en Floride à la fin de l'année. C'est trop hot. Là. Moi, j'ai hâte à la semaine prochaine d'être assis dans l'avion là, pour m'en aller à Barcelone. Là. J'ai déjà hâte. Demain, là, j'ai hâte de voir mes chums. Là. On les a pas vus de l'hiver. Là, fait que j'ai hâte là, demain. Là. Fait que, je pense pas que dans les prochaines années, il y a tant de gars que ça qui vont lâcher. Peut-être un ici et là, mais on a quand même une bonne profondeur déjà dans l'équipe. Mais le recrutement on est toujours aux aguets. On est, comme là, cet été, je vais retourner voir les tournois du circuit B, voir les joueurs que j'ai regardés l'année passée, voir ils ont-tu un petit peu plus cette année, ils ont-tu upgradé, là, quel est-tu rendu un peu plus. Tu sais, c'est pas juste, comme David il disait tantôt, c'est pas juste de frapper à la balle à 500 pieds. Il faut que tu l'attrapes aussi. Là. Tu sais, devienne le joueur le plus complet. Tu sais, le plus bel exemple, c'est Jonathan Monleau. Là. Tu sais, Jonathan Monleau, quand il est au sommet de son art, là, défensivement comme au bâton, c'est un major. C'est un joueur major. Là. Tu sais, ce gars-là, voir ce qu'il fait défensivement, là, c'est un magicien. C'est fou. Là. Tu sais, David disait tantôt, c'est peut-être le meilleur joueur défensif que. Moi, c'est le meilleur joueur défensif que j'ai vu. C'est un magicien. Puis au bâton, tu sais, c'était longtemps notre lead-off. C'est un gars qui va autant frapper 1 comme 11, comme 6, comme, il est versatile, puis c'est une très bonne personne en plus, David, de Joe. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a des gars comme Joe Marlowe, quand tu amènes un ou deux jeunes, puis tu as un Joe Marlowe qui est là pour montrer l'exemple, le jeune, il ne peut pas passer à côté. Si le jeune, il passe à côté, c'est parce qu'il n'est pas à sa place, il n'est vraiment pas à sa place. Si on peut rêver un petit peu aujourd'hui, là, on prend le temps d'imaginer, là, on fait vraiment un idéal. Là. Qu'est-ce qui serait l'idéal pour le monde du softball dans les prochaines années? Est-ce qu'on peut rêver à une ligue au Québec qui va amener une ligue élite, puis une qualité d'élite plus haut? Qu'est-ce qu'on aimerait rêver, puis se dire, dans une couple d'années, on aimerait ça voir ça pour pouvoir permettre d'avoir un niveau de jeu encore plus haut que qu'est-ce qu'on a déjà? Mais tu sais, c'est le même principe à balle donnée qu'au baseball. Je pense que ce qui nous manque vraiment présentement au Québec, c'est un vrai beau complexe. Là. Complexe. Un complexe de balles. On voit justement le Firecracker qui est à North Brantford au Connecticut. C'est un terrain qui a six terrains de balles sur le synthétique avec des lumières. Fait que, tu sais, mais tous les complexes qu'on va jouer aux États-Unis, je veux dire, il y en a plein, là, des complexes comme ça. Puis même ailleurs au Canada, en Ontario, tu sais, t'as pas besoin d'aller loin, mais au Québec, on n'a pas ça. Fait que, tu sais, aussitôt qu'on va être capable d'avoir, peu importe où, là, tu sais, des places centrales, soit Sherbrooke, soit Drummond, soit Trois-Rivières, un complexe de balles où ce qu'on peut amener des événements d'envergure, tu sais, puis on s'amène des gros tournois puis qu'on fasse venir l'élite. Tu sais, le PIF, c'est beau, c'est le fun. Oui, il y a des Américains qui viennent, mais c'est même pas proche de ce qu'on peut jouer aux États-Unis comme tournoi. Là. C'est un gros happening, c'est un gros show. Mais niveau qualité de balle, c'est rien comme ce qu'on peut aller jouer une fin de semaine aux États-Unis. Là.
Je pense que si on est capable, de m'amener à quelque part d'avoir un complexe, mais de montrer, de faire descendre ces gars-là, puis de montrer c'est quoi vraiment le calibre. On en a, là, on commence à s'expatrier. Il y a d'autres équipes qui vont jouer des tournois aux États-Unis, puis font OK, on pensait qu'on était bon, mais dans le fond, on est bien, bien, bien ordinaire. Moi, la plus belle leçon d'humilité que j'ai eue, un des premiers tournois que j'ai fait à Orlando, on est arrivé sur le terrain, nous autres, on était tous sharp à les habiller, mon gars, une belle affaire. Ensuite de ça, quand on est arrivé là-bas, écoute, les gars étaient tous en short, à peu près pas de calotte. Il y en a un qui avait un chapeau de pêche à la tête. L'autre avait des gants de bicycle dans les mains. J'ai fait, hey boy, ça va être une partie de plaisir. Ouais, effectivement, ça a été une partie de plaisir. Je pense qu'ils nous ont planté 40 à 3. Fait que, du talent, là, il y en a ailleurs. Puis, il y en a beaucoup, beaucoup. Puis, si on est capable, mais je pense qu'il y a quand même un bon virage qui se fait là. Le monde il regarde de plus en plus ce qui se passe aux États-Unis. Puis de plus en plus vont jouer aux États-Unis. Fait que, ça regarde quand même bien. Là. Ça se développe quand même bien. Puis le monde a le goût. Une fois que tu vas jouer justement à The Arrows quand on est allé en Floride, c'est plate, là, mais t'as plus envie de jouer dans ton petit pack de package à vache où il y a des roches dans la manchette. T'as plus le goût de vivre ça quand tu vas là-bas. Puis c'est de plus en plus ça, je pense, que les joueurs de balle au Québec vont chercher. Ouais. Ben, c'est sûr que quand tu touches à une qualité de terrain, de jeu, de niveau d'action qui est plus haute, c'est dur de redescendre et de faire OK, hey, j'ai touché à ça, mais ce que j'ai en ce moment, c'est ça. On veut réussir à reniveler les choses un petit peu pour garder Mais ce côté je compétitif. veux juste rajouter quelque chose. Oui. Une des choses qu'il y a au Québec versus, mettons, aux États-Unis, c'est la peur de jouer contre des meilleurs. Je m'explique. Ici, au Québec, il y a beaucoup d'équipes qui aiment mieux jouer dans un plus petit calibre. Exemple, aller chercher une bourse, tu sais, puis de jouer contre, au lieu d'aller jouer, mettons, de dire, hey, nous autres, on va aller jouer pro-action, nous autres. Oui, on va peut-être manger une tape, mais on va y jouer, puis que ça fasse 10 fois qu'ils nous mettent une tape, mais on va s'améliorer, mais qu'on descende. Mais tu sais, aux États-Unis, c'est ça. Tu sais, regarde David, il pourra te le dire. Aux États-Unis, c'est ça. Tu sais, nous autres, quand on est allé au championnat du monde, on a fait le A puis le B. Puis il y a des équipes qui ont fait le A puis le double A. Puis il y a même des équipes de double A qui allaient jouer dans le Major. Des équipes de A aussi qui allaient jouer dans le Major. Oui, on mangé des. Mais ils n'ont pas peur d'aller se frotter à des équipes comme ça. Tu sais, quand on va aux États-Unis, là, on a celui qu'on fait le One Day au mois de mai, c'est un tournoi CD, B, double A. Fait que, il va y avoir des équipes de toutes les classes. Ça ne sera pas divisé. Là. Nous autres, on jouera pas. On va jouer peut-être contre des équipes de D, on va jouer contre des équipes de C, on va probablement jouer contre des équipes de 2A aussi, mais eux autres, c'est ça. Eux autres, c'est comme ça. C'est jouer à la balle, c'est comme ça. Puis les équipes n'ont pas peur d'aller affronter, mettons, ce qui semble être plus fort qu'eux autres. Puis l'année passée, on a joué contre des équipes américaines qui étaient moins fortes, supposément, que nous autres. Puis ils nous ont donné du fil à retordre. Ça joue sur le terrain. Puis les gars, c'est comme ça. Mais je pense qu'au Québec, il faudrait qu'il y ait plus de ça un petit peu. Il faudrait que les équipes, les joueurs n'aient pas peur d'aller jouer dans l'élite, de dire, hey, regarde, oui, peut-être qu'on ne fera pas de bourse, oui, peut-être que. Parce que, nous autres, au niveau où on est, là, il n'y en a pas de bourse. Là. Quand on va aux États-Unis, là, ça coûte des milliers de dollars aller là. Puis, des fois, tu repars avec un trophée puis une poignée de main, puis merci d'être venu. Là. Tu fais pas ça pour l'argent. On est allé à Viera l'année passée. Là. On a eu des petites plaques en verre, tout le monde. Puis merci d'être venu. On a eu une plaque d'équipe en bois, puis c'est comme ça. Mais c'était la fierté d'avoir remporté. Ouais, puis ça a coûté 25 000. Ouais, c'est la fierté de ça. C'est la fierté d'aller jouer là. Nous autres, là, on était là toute la semaine, puis on savait que tout le monde nous suivait, que tout le monde nous écrivait, puis hey, wow, c'est hot ce que vous faites. Là. C'est trippant. Là. Le monde, ils se sont mis membres de USSSA Live, puis ils écoutaient les matchs live. Là. Tout le monde nous suivait, tout le monde nous écrivait. C'était vraiment trippant. Là. C'est de la fierté de ça. Là, parce que c'est sûr que nous autres, si Pat et Chap ils disent on fait ça pour gagner des bourses pour se financer, vous dites tout de suite, on ne fait même pas un tournoi cette année. Là. c'est impossible. Là. Mais c'est un trip. C'est un trip. Puis c'est comme Dave disait tantôt, Pat et Chap, d'après moi, ils trippent plus que nous autres. Là. Ils capotent à s'occuper de ça, eux autres. Là, ils en mangent. L'été arrive, ils en mangent. Là.
à organiser tout ça, là, les avions, les billets d'avion, les chambres d'hôtel, les chars. C'est un autre monde. Il faudrait que les. Je ne dis pas que toutes les autres équipes au Québec devraient faire ça, mais les équipes devraient essayer d'aller jouer plus dans l'élite, de ne pas avoir peur d'aller jouer contre des bonnes équipes et de venir aux States. Mais comme Dave disait tantôt, plus que ça va, il y a plus d'équipes qui font des tournois aux États-Unis. Il y a même des équipes qui sont allées au mois de janvier faire des tournois à Las Vegas. Puis, tu sais, comme à Villaran, nous autres, l'année passée, là, il y avait des semaines après nous autres, là, il y avait des plus petites classes, là, puis il y avait 3 ou 4 équipes du Québec là, qui étaient là aussi. Là, fait que c'est le fun de voir ça. C'est le fun de voir que le monde il commence à voir c'est quoi la balle de l'autre côté, puis c'est pas mal plus, c'est pas mal trippant aussi. Là. En ayant des équipes qui vont vouloir se challenger puis de vouloir pousser un peu la chose un petit peu plus loin, ça peut amener à des équipes plus élites, ça peut amener à une compétition des fois qui se fait au Québec directement, ça peut attirer le monde pour permettre justement de ce développement-là, de dire on va avoir des choses qui vont se faire au Québec parce qu'on a un niveau de jeu qui est là, mais c'est sûr que la majorité des gens ont pas un peu le goût du challenge et la passion que vous me démontrez en ce moment, les deux ensemble, de dire on veut avancer, on veut s'améliorer, on veut être bon, on aime ça jouer, on veut un niveau de compétition. Il y en a beaucoup qui aiment ça, dire ben, on domine dans cette ligue-là, on est bien, on est confortable, on va rester That's it. là. Le fait de Dans nos sortir vieilles de cet pantoufles. Ouais, dans nos vieilles pantoufles, il y en a gros qui sont à l'aise de rester ou qui sont confortables sans sortir de là, mais vous autres, vous le faites super bien. Et là, je réalise que ça fait un certain temps qu'on est là. Je ne veux pas trop vous prendre votre journée parce que vous devez avoir d'autres choses à faire, naturellement, surtout le fait que vous partez dans une semaine et demie-ish. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre, les gens qui vont devenir fans? Parce que moi, je vous le dis, je suis devenu fan, là. Je vais suivre l'évolution de l'équipe, c'est sûr, sûr, sûr. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de nouveau dans l'année 2024? Est-ce qu'on a des projets je sais pas, des podcasts, des événements, des choses pour faire connaître l'équipe, pour que les gens suivent, ou de faire des nouveaux tournois, peut-être que vous n'avez pas fait encore? C'est quoi les projets là, pour cette année et les prochaines années? En fait, on a quand même une page Facebook qui est active. On a quand même des réseaux sociaux qui sont actifs. La majorité de nos games sont live. Sur notre page Facebook, on est chanceux. On a une équipe, on a une équipe de caméramans, photographes qui nous suivent sur la majorité des événements qu'on fait. Puis eux autres, ils postent tout le temps les games live. Là. Fait que, même si tu vas présentement sur notre page Facebook, tu peux reculer puis voir quasiment l'équivalent de notre saison de balle au complet, là, la majorité des matchs. Cette année, on a, dans notre cédule, on n'a pas, je pense, mais déjà, on n'a rien de nouveau. Écoute, Chap et Pat sont toujours à l'affût d'eux. Là. Fait que, tu sais, la cédule qu'on a jour 1 versus ce qu'on a fait à la fin de l'année, des fois, ça a bougé pas mal. Mais tu sais, les gros événements qui s'en viennent, mais c'est sûr que là, dans 2 semaines, Barcelone, ça va être un gros happening. Sinon, on a toujours le PF à Sherbrooke, qui est sûr, qui est un de nos gros tournois, un gros événement. Championnat canadien, puis championnat du monde en Floride, là, ça, c'est des musts. Là. Le reste, c'est nos tournois de pratique qu'on appelle. Là. Oui, on veut les gagner, mais tu sais, je veux dire, les autres tournois ont un but de préparation vers un autre événement. Quand on va faire un one-day aux États-Unis, ben, c'est parce qu'on veut se mettre en chaîne, puis on veut se faire garnotter, on veut se faire frapper, on veut nous autres aller frapper. C'est beaucoup de volume. Si on gagne, oui, on va là pas gagner. Si on gagne, c'est un bonus, mais c'est pour préparer les autres tournois qui s'en puis jouer beaucoup de games, parce qu'on n'a pas ça ici au Québec, là, des one day où ce que tu joues 6-7 des games de journée, ça n'existe pas. Puis, notre équipe est toute une équipe vieillissante. On a toutes des familles, des enfants. Moi, comme je disais, mes 2 enfants, je joue dans l'élite. Fait que, plus qu'on peut faire ça quick, puis rentable pour l'équipe, ben tant mieux. Moi, je pars un samedi, je reviens dimanche, ben, je peux aller voir mon gars jouer dimanche après-midi s'il joue à balle. Ça, c'est bien. Fait qu'on, on a une cédule qui est bâtie un peu alentour de ça aussi, là. Passer du temps en famille. Parce que l'organisation, ils ont ça en tête aussi. Si ta femme et tes enfants, ça ne leur dérange pas quand tu partes, ben, tu vas avoir la tête à jouer à la balle. Puis moi, ma femme, écoute, c'est la meilleure. Là. Ça fait des années que je fais ça. Puis en attendant, elle fait meilleur brownies Ouais. meilleur brownies qu'il y a pas. Ma femme, c'est une tripeuse. Elle fait de la bouffe pour l'équipe quand on part. Puis quand elle peut, elle nous suit. Là, c'est sûr que c'est plus difficile avec les enfants. Mais l'organisation dit, ben, si vos familles sont heureuses quand vous partez à la balle, ben, vous allez avoir
la tête à jouer à la balle et non à dire, ah shit, là, je suis parti, tu sais, ma blonde va s'ennuyer, mes enfants vont s'ennuyer. C'est vraiment c'est dur à expliquer comment notre environnement d'équipe quand t'es pas dedans. J'espère qu'on réussit un peu à vous le montrer, là, mais c'est vraiment spécial de ce qu'on vit, là. C'est pour ça que encore à 43 ans, ben, je me lève tous les matins pour aller au gym, pour être en forme, puis pour performer. C'est ça que ça nous apporte, cette équipe-là. T'as envie tu t'apprends au sérieux, tu as envie de l'apprendre au sérieux, puis tu as envie de faire partie de ça. Fais des sacrifices pour ça. Ouais, mais hey, moi, vous m'avez hook, là. J'ai goût de suivre, j'ai goût de voir ce que vous m'avez intéressé. J'espère que je suis pas le seul qui a été accroché à ce que vous m'expliquez. Je vois la passion quand vous parlez de ce que vous avez vécu, de ce que vous allez vivre dans la prochaine année. Et justement, tu parlais de la famille. Est-ce que vos familles, ça arrive des fois qu'ils viennent dans les tournois? Est-ce que ça arrive qu'ils peuvent suivre pour Ben, vivre l'expérience? oui, mais tu sais, comme mettons, je sais qu'il va y avoir une couple de blondes, de femmes qui viennent en Europe la semaine prochaine. Là. Si, je me souviens pas, lui, il doit y avoir 6 femmes là, je pense qu'ils font le voyage. Je pense que Ouais, la femme à Dave, je pense que la femme à Dave elle va être là, justement. Ou sinon, la plupart du temps au PIF. Le PIF, c'est comme notre événement tournoi, mettons, à saveur familiale. Là. Tu sais, on a quasiment 20 chambres d'hôtel parce que plusieurs gars amènent toute leur petite famille là. Puis, le PIF, c'est un gros happening, les feux d'artifice, puis les jeux gonflables, puis toute la patente. Fait que, mais dans le reste, c'est assez rare. Je te dirais que c'est assez rare que les familles suivent, là, parce que, tu sais, comme aux États-Unis, mettons, tu sais, tu amènes ta blonde puis tes enfants, puis tu passes la journée au terrain. C'est- faut qu'elle aime vraiment ça, là, je te dirais. Là. Tu sais, t'arrives là le matin à 8 heures, puis tu repars à 9h15 le soir du terrain. Il y en a, mais c'est quand même assez rare, je te dirais. moi, ma blonde, quand elle peut, elle suit. C'est une bonne passionnée de balle, là. Elle aime bien les tournois aux États-Unis, justement, là. Elle aime ça me voir. Elle se dit à toutes les fois, mon chum peut mourir. Fait que d'après moi, je peux hériter, là. J'avoue que dans ces moments-là, c'est peut-être plus tentant d'être présent, là. Des fois que on sait jamais, tu sais, on prend pas de chance. Mais il niaise bien, mais il n'y a pas tort. Là. Je me disais, Ouais, tu sais, c'est ça. tantôt, quand on disait là, de lancer à ce niveau-là, là, faut être un peu fou. Là. Faut être malade mental, man. Je te dis, là, moi, des fois, l'année passée, il y a eu 3-4 shots, là, une shot justement, là, où que la balle était vraiment trop dure, là, tous les bâtons qu'on cassaient, là. Ouais. T'avais mangé ça sur le côté de l'avant-bras. J'étais là, je me ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, il ne voudra plus jamais lancer de sa vie. Mais non, il s'est relevé puis il a lancé l'autre de la C'est comme ça. Puis qu'est-ce qui en est résolu de cette balle-là sur le bras? T'as-tu le bras cassé, un bleu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, une bonne échymose puis une bonne anecdote à compter. Tu portes-tu un équipe? T'as-tu un casque? T'as-tu des pads? T'as-tu quelque chose pour te protéger? Ouais, dans le fond, ben, le casque est rendu obligatoire. Tu es obligé de lancer avec un casque. Puis, dans le fond, moi, je lance avec un casque de Catcher Evo Shield, puis les pads aussi, là, les pads Evo Shield de baseball, là. Mais t'as pas vraiment le choix, comme, de lancer avec ça, Star. Non, c'est sûr que quand la balle elle rentre à 120 et plus, là, tu veux être bien protégé. Qu'est-ce qu'on peut prévoir pour les championnats canadiens et votre tournoi en Floride cette année? Qu'est-ce qu'on a en prévision? Est-ce qu'on croit qu'on va se rendre à un certain niveau? Est-ce qu'on sait que la compétition va être forte? Comment qu'on voit ça? Ben, écoute, les équipes contre qui qu'on joue, on les connaît. À chaque championnat canadien, on se le dit, la seule équipe qui peut nous battre, ben, c'est nous autres sur le terrain. Euh, Malheureusement, dans les dernières années, on n'a pas été chanceux, là. On n'a jamais eu le roulant favorable ou le break. Mais tu sais, encore cette année, on va être dans le runner pour la médaille d'or, c'est sûr. On s'enligne là-dessus aussi. Floride, ben là, on sait jamais, Floride. Tu sais, les brackets, tu sais, les équipes que tu pognes en partant. Tu sais, il y a plein de facteurs, mais écoute, on va aller là. Tous les événements qu'on va faire, on va être là pour compétitionner puis pour gagner, c'est sûr. Toujours la même mentalité. Chap, il dit tout le temps, on s'en va à la guerre, on s'en va dans le trafic, puis on cause des surprises qu'on a à causer, puis on joue ce que nous autres, on a joué. On ne suit pas ce que l'autre équipe va nous donner.
on donne ce que nous autres, on a donné, puis la plupart du temps. Mais l'année passée, c'est ça qu'on a fait en Floride. On se cassait pas la tête, on a joué notre game à nous autres, puis ça a résulté qu'on a perdu en finale contre une équipe où ils nous ont battus, on les a battus en première game, ils nous ont battus à deuxième, mais il nous manquait quelques effectifs. On était un petit peu maganés physiquement aussi. On n'avait pas un gros banc, fait que ça a fait une différence, mais cette année, ça va être la même chose. C'est sûr que les gars l'année passée qui n'étaient pas là, cette année, ils veulent revivre ça. Là. Ils ont vu qu'on a trippé. Mais c'est sûr qu'on va aller là pour tout donner, pour remporter tout ce qu'il y a à remporter. Mais cette année, c'est le PIF qu'il faut gagner aussi. Là. On parle du championnat canadien, puis on parle du championnat du monde, mais le PIF Fleurimont cette année, ça fait 2-3 ans qu'il nous échappe là, en finale. Là, mais cette année, ça va être une autre affaire. C'est pour reprendre le titre du PIF? C'est ça, on n'a pas le choix. On est rendu là. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'on l'échappe en finale. Là, cette année, c'est ça. On est rendu là. Et si on avait un dernier mot pour les gens qui veulent commencer à connaître plus le softball, un dernier mot derrière, un souhait, peut-être des prévisions, des trucs que vous voulez annoncer aux gens qui vont écouter le podcast Le Monticule, puis qui vont peut-être, grâce à votre passion que vous avez démontrée là, vouloir suivre un peu plus et être un peu plus présent dans le monde du softball. C'est quoi le dernier mot que vous auriez à dire? Mais moi, ce que je pourrais dire, par exemple, c'est allez vous abonner à notre page Facebook puis à notre page YouTube. Puis vous allez voir toutes les vidéos. C'est des vidéos à peu près de 35 à 50 minutes de chacun de nos événements cette année, de comment ça se passe. Il y a tout le temps des petits insights. Quand on est à l'hôtel, quand on est assis à l'hôtel, on joue aux poches, les blagues, puis toute la patente. Allez vous abonner à ça, vous allez voir, c'est des vidéos, c'est le fun, c'est trippant. Puis il y a des résumés de chacun de nos matchs, puis c'est vraiment hot. Là, puis juste ça va vous donner le goût de suivre l'équipe, puis de commencer. Si vous n'avez pas jamais joué à la balle, vous allez commencer à jouer à la balle en écoutant ça, je suis certain. Ouais, même chose, comme je dis, c'est la page Facebook, je pense que c'est un bon gauge là, pour voir un peu ce qu'on fait. Là. Il y a même des bloopers, il y a toutes sortes de choses, des top 10 des meilleurs jeux. C'est vraiment, ça se vit quand même pas mal beaucoup. C'est très vivable. C'est sûr que là, on est plus au point mort, mais là, à partir de la semaine prochaine, il va déjà avoir beaucoup de pauses, puis même les matchs en Europe, d'après moi, ils vont tout être là-dessus aussi. Fait que, je pense que c'est le meilleur moyen de suivre notre équipe, puis d'embarquer dans la folie qui est Team pour Action. C'est vraiment je pense qu'on a Instagram aussi, Facebook, Instagram, ouais. C'est le meilleur moyen. Allez voir il y a le top 10. Top 10 défensif de l'année passée. Là, dans le fond, c'est le top 10 de Joe Barlow. C'est ça. Les 10 plus beaux jeux de Jean. Ouais, allez voir, juste ça, pour vrai, c'est quelque chose. Là. Pogner des balles par en arrière. Juste aller voir le top 10 de Joe Barlow. C'est supposé être le top 10 défensif de notre équipe, mais finalement, c'est quasiment 10 jeux de Jean Barlow. Ouais, c'est ça. Ben, merci Dave Goulet, Danny Paré, d'être venu vous prêter au jeu du monticule, de nous avoir fait connaître le monde du softball et surtout le monde de Team Proaction. Pour les gens qui ne connaissent pas Team Proaction, ils l'ont dit, Facebook, Instagram, abonnez-vous. Allez découvrir un peu le monde de cette équipe-là qui vaut la peine, pour vrai. Ça vaut la peine d'aller voir vers où ils vont se diriger, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et définitivement que ça pourrait être intéressant peut-être d'avoir vos deux coachs. J'ai parlé beaucoup, là, j'ai les noms juste ici là, pour ne pas me tromper. Là. On parle de Patrick Pépin ou de Stéphane Chapdelaine. Ça serait cool de peut-être avoir une discussion avec eux parce qu'il y a un côté d'organisation qui serait intéressant de voir comment ils fonctionnent pour réussir à atteindre tout ça. Et qui sait, si jamais il y a des gros événements à Barcelone, peut-être qu'on fera un podcast à plusieurs joueurs pour parler des anecdotes qui se sont produites. Ça pourrait être intéressant. Et pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zach Langlois, j'ai le podcast Le Monticule. Et si vous ne me connaissez pas, abonnez-vous, partagez, aimez. Spread the word. On va grandir, on va avoir encore des belles discussions avec des gens qui tentent de faire, de revivre leur passion ou de garder leur passion active dans le monde du softball et du baseball. Puis nous, on se revoit pour une autre émission du Monticule. Ciao!